Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Sacha, le créateur de la gouvernance intégrative, l'approche qui vous permet de créer votre gouvernance sur mesure et d'intégrer la diversité pour avoir le bon outil dans chaque situation. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faciliter le vote à choix multiples. Alors je vais commencer par prendre 2 minutes pour rappeler ce que c'est ce processus ainsi que ses qualités. Ensuite, on verra les étapes en détail et les différentes situations qui peuvent se produire. Et puis on conclura sur les limites de ce processus et les points de vigilance à avoir. Allez, c'est parti. Alors, le vote, vous connaissez tous le vote à la majorité. On a une proposition, on la soumet au vote pour ou contre. Ça manque cruellement de créativité et peut y avoir un côté clivant assez prononcé. Et donc là, avec le vote à choix multiples, qu'est-ce qu'on fait? On va remettre plus de créativité et d'adhésion là-dedans. Donc, on se donne un temps donné pour une décision et on va permettre à plusieurs propositions d'émerger. Donc, on va remettre de la créativité et ensuite, au moment de se positionner, les gens vont pouvoir se positionner sur toutes les propositions. Et c'est la proposition avec le plus d'adhésion qui va être validée. Voilà un petit peu le processus de manière très résumée. Et qu'est-ce que ça a comme qualité? Eh ben, peut y avoir de l'équité. L'avis de tout le monde a le même poids, tout le monde peut faire des propositions. On maîtrise le temps. Vous allez voir que c'est un processus. On peut le faire en 2 minutes de manière express. On peut le faire en 2 heures si on a un sujet à fort enjeu. On est sûr de pouvoir aboutir, contrairement à d'autres processus aussi qui génèrent beaucoup d'adhésion, d'intelligence collective, comme le consensus ou le consentement. Là, on est sûr, dans le temps imparti, d'avoir une décision. Donc créativité, intelligence collective, il y a plutôt une bonne adhésion, voilà, sans être parfaite. Un avantage que j'apprécie beaucoup moi en tant que facilitateur, c'est dans les groupes où j'interviens, c'est que c'est un processus qui est extrêmement simple pour les participants. Tout le monde, sans être formé, peut participer à ce processus. Et un avantage rare aussi, c'est qu'il s'adapte à toutes les tailles de groupe. Le vote à choix multiple, on peut le faire à 4 personnes, on peut le faire à 4 millions. Donc ça peut se révéler assez pratique. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie. Et maintenant, c'est parti. Alors, les étapes. Là, on est dans un contexte de réunion. Première étape, c'est un tour de clarification assez classique, hein, quel que soit le processus et la décision à prendre. On vérifie que la question est claire, on se pose la bonne question, on partage les informations factuelles qui permettent à tout le monde d'être au bon niveau d'information. Ensuite, un tour de parole ou d'écoute du centre. Donc ça va permettre de nourrir l'intelligence collective. Ça va permettre aux gens de partager leurs besoins, leurs envies, voilà, tout ce qui peut perdre, tout ce qui. Ensuite, troisième étape, le tour de proposition. Donc on va inviter les gens, ceux qui se sentent inspirés, à faire des propositions pour répondre au sujet. Donc s'il n'y a qu'une proposition, ça se trouve, ça va finir en consensus. Si on a deux, ça va ressembler un peu à du vote à la majorité, laquelle on préfère. Et s'il y a plus de propositions qui émergent, voilà, du coup, on va pouvoir, a priori, départager celles qui génèrent plus d'adhésion. Quatrième étape, les personnes vont se positionner sur toutes les propositions. Et alors là, il y a plein de manières. C'est là notamment où il y a les variantes parce que je vous disais, le vote à choix multiple, pour moi, c'est plutôt une famille de processus. Et c'est là, du coup, on va avoir des processus précis, des variantes précises. Par exemple, les gens vont pouvoir noter les propositions, par exemple de 0 à 3. Ça va être du vote pondéré. On peut classer les propositions, faire un vote par classement. On peut faire du jugement majoritaire, mettre des mentions aux propositions. Il y a la méthode de Borda, voilà, il y a plein de variantes. Je ne vais pas forcément rentrer dans ce niveau de technicité-là. C'est pas forcément. Alors, ça peut, parce que chaque variante, en fait, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Elles ont chacune leurs avantages, leurs inconvénients. Elles sont un petit peu plus simples. Elles ont des avantages ou des biais statistiques. Il y en a qui peuvent être. Voilà. Je vais vous mettre en lien, par contre, des vidéos qui parlent de ça en détail. Et là, pour cette explication, je vais utiliser la variante de vote pondéré. On va noter les propositions, qui a l'avantage d'être simple. Et franchement, dans 95% des cas, elle fera affaire. Donc ensuite, les gens vont noter toutes les propositions. Et voilà, et on peut valider la proposition avec la plus haute adhésion. Voilà. Donc ça peut être 100%, 90%, 60%, ça va dépendre des cas de figure. Voilà, donc vous voyez que le processus est assez simple. Et
Et alors, que faire si vous êtes dans une situation où vous avez très peu de temps? Et donc ce processus, comme je vous le disais, il est souple parce que imaginons que vous ayez, que quelques minutes, vous voulez consacrer soit 3 minutes ou 10 minutes à un sujet. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour le tour de clarification, je vous conseille de le garder, d'être très concis, de le préparer à l'avance, mais de le garder concis. Le tour de parole écoute du centre, évidemment, vous pouvez écourter chaque étape. Ça, c'est aussi une étape vraiment en cas d'urgence, vous pouvez la faire sauter. Alors forcément, la qualité de la décision va s'en ressentir, mais au moins on est capable de décider. Des fois, dans l'urgence, c'est nécessaire. Voilà, vous pouvez passer, tour de clarification, directement des propositions. Alors, est-ce qu'on tourne à gauche, est-ce qu'on tourne à droite, est-ce qu'on attend, etc. Et ensuite, les gens se positionnent. Voilà. Ça, c'est une variante un peu express qui peut se faire en 3 minutes. Et l'inverse, que faire si on a un sujet à fort enjeu et qu'on a le temps de le traiter? Alors là, vous pouvez reprendre les étapes, forcément avoir plus de temps pour le tour de parole. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est... Alors, vous pourriez juste doubler le temps de toutes les étapes. Moi, j'ai autre chose à vous proposer qui souvent donne des résultats plus intéressants. C'est tout simplement d'itérer les étapes. Donc, vous faites le tour de parole, ensuite vous pouvez faire le tour de proposition. Et après le tour de proposition, vous pouvez revenir au tour de parole. Donc, c'est-à-dire les gens vont pouvoir réagir par rapport aux propositions. Vous pouvez aussi faire cette itération-là, faire un tour, un vote à blanc en fait. Aller jusqu'à se positionner sur les propositions, les noter. Donc on verrait celles qui devraient ressortir. Et hop, là on revient au tour de parole. Et donc les gens, ça va permettre aux gens d'intégrer, d'améliorer les propositions suivant les envies du groupe, suivant les idées intéressantes qui n'ont pas été retenues, etc. Et donc ça, faire cette itération-là, ces itérations-là, ça permet d'augmenter la qualité de la décision. Une autre chose que je vous conseille vivement, c'est de faire ce processus en 2 étapes. Donc à la première réunion, vous pouvez faire la clarification et le tour de parole. Et ensuite, voilà, vous pouvez arrêter pour cette fois-ci. Et d'ici la prochaine réunion, que les gens aient la mission de préparer des propositions. Et donc ça va permettre aux gens de cogiter, d'avoir le temps d'améliorer leurs propositions, de discuter entre eux. Il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se passer de manière informelle. Il y a un travail de recherche qui peut être fait. Voilà. Il y a plein de choses qui vont pouvoir être faites, qui vont augmenter la qualité des propositions. Ça permet aussi, si c'est un sujet avec beaucoup d'émotions, d'avoir du temps pour que les émotions soient accueillies. Voilà, ça je vous conseille si l'enjeu le mérite. Une difficulté de ça, c'est que ça nécessite que les gens soient les mêmes d'une réunion à l'autre. Sinon, souvent, il faut reprendre beaucoup de choses. Enfin voilà, ça peut être plus compliqué. Alors, un point crucial sur lequel je voudrais revenir, c'est le nombre de propositions. Au moment du tour de proposition, si jamais il y en a trop, je sais pas, 10, 20, je peux vous garantir que vous, en tant que facilitateur, et les participants, vous allez vous arracher les cheveux et probablement finir épuisés avant d'aboutir à une décision. C'est hyper important de les limiter. Moi, je considère, alors ça dépend toujours de la complexité du sujet, des propositions, mais honnêtement, je vous conseille de ne jamais dépasser 5 propositions. Ce qui pose la question de comment est-ce qu'on les limite. Alors, vous avez plusieurs options disponibles. Une option que je trouve intéressante, qui nécessite un petit peu de temps, mais par exemple, vous êtes un groupe de 50 personnes, et ben, c'est d'avoir une règle que pour être valide, une proposition doit être soutenue par exemple, 2-3 personnes. Vous pouvez aussi créer un groupe de travail qui est représentatif un petit peu de la diversité du groupe et qui va être responsable de synthétiser des propositions. Voilà, pourrait de solutions, par exemple, de faire les premières propositions qui sont dites. C'est pas mon option préférée parce que du coup, ça favorise les personnes qui pensent rapidement et ça sera pas toujours la meilleure qualité de proposition. Et du coup, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps qui pourront jamais faire de proposition. Donc ça pose quand même une question d'équité et d'engagement derrière. Alors, que faire si vous utilisez ce processus dans un groupe nombreux? Allez, 50, 100, après des groupes plus nombreux, ça sera probablement pas en présentiel, mais par cas exceptionnel. Mais là, on peut imaginer une AG, par exemple, une assemblée générale. Alors, pour le tour de clarification du sujet, moi, ce que je vous conseille, c'est que les gens puissent poser leurs questions à l'avance et qu'il y ait une petite synthèse qui soit faite, qui réponde à ces questions-là.
de ne pas forcément ouvrir un tour de parole, parce que quand on ouvre un tour de parole à 100, on ne sait pas quand est-ce qu'on le finit. Alors pour la deuxième étape, le tour de parole des coups du centre, du coup un tour de parole à 100, c'est difficilement faisable. Moi, ce que je vous conseille, une solution simple, c'est de faire des petits groupes de 3 à 5 personnes. Voilà, ça garantit que tout le monde va pouvoir s'exprimer, être écouté. Et, et ensuite, il peut éventuellement y avoir une restitution en grand groupe. Alors, soit quelque chose d'oral et synthétique, ça peut aussi être graphique sur un tableau visible par tout le monde, mettre les mots-clés, les idées clés, les besoins. Une, une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle par exemple un cercle samoan ou un fishbowl, bocal à poisson, qui est une configuration où il y a au centre 5 ou 6 places où les gens peuvent prendre la parole et tous les autres personnes sont autour et ne sont sont auditeurs. Mais les places au centre tournent. Une fois que les personnes ont pris la parole, elles laissent la place à quelqu'un d'autre. Donc il y a la possibilité de venir au centre. Donc là, tout le monde ne pourra pas prendre la parole, mais on va dire, voilà, en tout cas, ce qui est dit est entendu par tout le monde. Alors pour le tour de proposition, si vous prenez juste comme ça les propositions au vol, vous risquez de vous retrouver en difficulté parce que ça risque de prendre beaucoup de temps, d'ouvrir des espaces comme ça très créatifs, trop créatifs, où tout le monde veut rajouter son grain de sel. Alors ça peut être possible, et ça peut notamment faire un petit brainstorming si vous le faites de manière vraiment rapide. Ensuite, moi, ce que je vous conseillerais, c'est que, alors soit vous faites ça à une réunion d'après, ce qui laisse le temps, qui est, voilà, comme je disais, un groupe de travail qui fait des propositions de qualité. Vous pouvez aussi faire ça, si vous voulez avoir la décision à la fin de la réunion, et ben, qu'il y ait un petit groupe qui soit chargé de faire des propositions. Alors ça peut être des gens qui ont une place particulière, qui sont membres du CA, ça peut être des gens tirés au sort, ça peut être les gens les plus motivés. Voilà, qu'il y ait des petits groupes, un groupe ou des petits groupes autour de propositions, voilà, qui rédigent quelques propositions. On arrive ensuite à l'étape de positionnement, où a priori, voilà, tout le monde peut se positionner. S'il y a des craintes encore qui subsistent, que les gens votent pour des solutions qui ne soient pas les bonnes, qui ne soient pas cohérentes et tout, alors soit c'est peut-être juste plus de confiance et de lâcher prise, mais sinon c'est probablement que le processus choisi n'est pas le bon en fait. Il aurait fallu une consultation ou une autre audition qui permet de prendre en compte les gens, en même temps voilà, de garantir la cohérence de la décision finale. Alors que faire si jamais il y a égalité après les votes? Eh ben, une manière très simple, par exemple, si vous avez fait un vote pondéré des notes de 0 à 3, ça peut arriver en petit groupe qui est égalité. Et ben, par exemple, si vous changez l'échelle de vote de 0 à 10, il y a très peu de chances que l'égalité persiste. Mais ça nous amène à un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe s'il y a des résultats très serrés, si c'est assez clivé dans le groupe pour décider? Alors, soit votre rôle de facilitateur, et c'est comme ça que vous l'incarnez, c'est juste d'appliquer le processus. Dire, tiens, on avait 45 minutes, on a fait émerger des propositions, et ben on valide ça avec le plus d'adhésion, on a besoin d'avancer. Et du coup, avec des insatisfactions que ça peut générer. Il peut y avoir des participants qui mettent en cause le processus à ce moment-là, ou qui vous mettent vous en cause en tant que facilitateur. Vous pouvez aussi vous ressentir en tant que facilitateur, être mal à l'aise de ce clivage, ou sentir que le groupe a besoin pour cette décision-là, le groupe est prêt à investir plus de temps, l'enjeu le mérite, et, et du coup essayer là ça n'est pas satisfaisant. L'idée peut-être une proposition qui a juste 60% d'adhésion, quelque chose clivé. Alors là, vous pouvez aussi réouvrir un espace pour essayer d'améliorer la décision. Par exemple, comme je vous avais dit tout à l'heure, itérer, de dire hop, on revient à un tour de parole, on refait les propositions et on renote. Il y a aussi des fois les participants qui vont proposer ah mais ces deux propositions-là, pourquoi on n'essaierait pas de les fusionner, ou il y a des gens qui vont aussi vouloir modifier la proposition de quelqu'un d'autre, ou voilà, il peut y avoir, généralement là ça va rentrer dans une phase un petit peu d'ébullition, de créative en même temps, et qui peut être dur à canaliser. Et là, c'est à vous, en tant que facilitateur,
de bien sentir, mais est-ce que le groupe, vérifier, est-ce que le groupe a envie de consacrer plus de temps? Parce que des fois, il y a aussi juste une recherche de perfection. On a une solution en fait qui est tout à fait correcte, mais il y a des membres du groupe qui veulent avoir une adhésion encore plus forte, qui veulent avoir vraiment une solution parfaite, et ça peut épuiser le groupe. Est-ce que l'enjeu mérite qu'on y passe plus de temps? Moi, je vous invite à questionner le groupe. Tout simplement, groupe, combien de temps vous avez encore envie de consacrer à cette décision? Là, pour moi, il y a quelque chose d'important, c'est que mais s'il y avait besoin d'une décision avec une adhésion à 100%, il fallait utiliser un autre processus, il fallait utiliser un consensus, un consentement, autre chose. Là, si on fait du vote pondéré, c'est justement pour avoir un processus où on est capable d'aboutir, voilà, on est sûr d'aboutir et en maîtrisant le temps qu'on y consacre, l'énergie qu'on y consacre. Et à un moment, il y a un deuil à faire et c'est aussi aux gens d'accepter que les décisions ne sont pas toujours parfaites. Et ça fait partie de la vie d'une organisation. Et, et là, pour moi, c'est à vous, en tant que facilitateur, de rappeler ça, de tenir le cap et de valider la décision, de célébrer ça, que le groupe a pris une décision, même si elle n'est pas parfaite. Moi, une chose que j'adore dans ce processus-là, c'est qu'il invite, en tant que facilitateur, vous pouvez vraiment inviter les gens à avoir une posture constructive. Et les postures de veto, de blocage, en fait, ont très peu de pouvoir dans ce processus. S'il y a des gens qui sont vraiment, des membres du groupe qui sont vraiment en opposition, qui sont vraiment pas contents avec ce qui se passe et tout ça, vous pouvez toujours leur dire, mais qu'est-ce que tu proposes? Alors là, tu n'es pas content, dire, voilà, il y a 4 propositions qui ont été faites, toi, il n'y en a aucune de ces 4-là qui ne te convient, eh ben vas-y, fais-en une autre. Et du coup, quelque chose qui serait de l'énergie de l'opposition, de moi je suis pas d'accord et qui paralyserait le groupe, vous pouvez par vos questions le transformer, dire qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes à la place? Alors, le processus est-il faisable à distance? Oui, c'est possible, c'est pas forcément idéal, mais déjà vous pouvez le faire en visio. Et une autre possibilité, c'est de le faire aussi par écrit, sur des documents partagés. Donc ça soit voilà, clarifier le sujet, partager les faits. Euh, pour le tour de parole, les gens peuvent écrire sur le document, faire les propositions et ensuite se positionner dessus. Ça marche très bien sur un simple tableur en ligne. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Alors que faire si jamais vous traitez un sujet qui est complexe, qui est technique? Ce qui va être important, c'est que les gens comprennent bien les enjeux. De bien expliquer donc le tour de clarification, partage des faits, voilà, qu'ils soient bien préparés par des gens compétents. Et ensuite, il va y avoir aussi quelque chose de critique autour des propositions. Donc là, une possibilité, c'est que les propositions potentiellement soient émises par des gens qui sont compétents dans le sujet. Donc ça veut dire on va garantir que toutes les propositions qui sont faites sont cohérentes. Donc forcément, ça réduit. Là, il y a une question de légitimité qui va être importante pour que ça soit bien vécu par les membres du groupe. Voilà, que les personnes, la légitimité des personnes qui vont faire ces propositions soit reconnue. Le vote à chambre multiple, je vous conseille vraiment de l'avoir dans votre boîte à outils. Tous les cas de figure où vous avez besoin de prendre une décision collective avec de l'équité, en maîtrisant le temps, en étant sûr d'aboutir, avec de l'intelligence collective, il est accessible à tout le monde en tant que participant, il marche avec toutes les tailles de groupe, surtout en facilitateur, voilà, moi j'aurais du mal à m'en passer. Si vous avez envie de monter en compétence, c'est un des processus qu'on transmet, qu'on expérimente en formation de gouvernance intégrative. Et moi, je vous invite aussi à saisir les occasions, s'il y a des groupes dans lesquels vous pouvez permettre d'expérimenter, de monter en compétences. Donc, je vous invite à saisir ces opportunités-là. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.